Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale ce matin. On reçoit Madame Koye Pascaline, épouse Obam, voilà. Si je ne me trompe pas, elle est coordinatrice de l'ONG OIIDF, et Monsieur Obam Anda Paulin, qui est pasteur aumônier. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour nous parler du plan d'urgence d'épilepsie Gabon. Si tout est clair dans ma tête, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. L'ONG OIIDF, c'est quoi exactement? L'ONG OIIDF est l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. D'accord, ok. Vous avez un plan d'urgence sur l'épilepsie, Madame Koye? Tout à fait. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour à toute l'équipe de Urban FM. C'est un plaisir d'être présente. Alors, effectivement, nous venons pour communiquer sur le plan d'urgence épilepsie Gabon, qui est un programme spécial qui concerne en fait la prise en charge, en fait, qui participe à l'accompagnement des personnes vivant avec l'épilepsie, c'est-à-dire les enfants comme les adultes au niveau du Gabon. Donc, l'OIIDF, c'est juste pour ce plan d'urgence que vous avez choisi l'épilepsie, ou bien vous avez l'habitude d'accompagner les malades? Il faut dire que notre organisation, qui est donc, on rappelle, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, accompagnement épilepsie, est une organisation qui existe depuis 12 ans. D'accord, nous existons depuis 2009 et officiellement et juridiquement depuis 2013. Et donc, effectivement, dès le départ, nous avons mis un focus sur les personnes vivant avec l'épilepsie, donc les enfants et les adultes. Donc, ce programme est un programme qui est adapté à une période bien précise. Pour parler plus simplement, c'est lié justement à la crise sanitaire que nous connaissons, parce qu'il faut dire que depuis 2020, d'accord, comme tout le monde, nous avons été impactés, et avec nous, toutes les familles qui sont accompagnées. Donc, il a fallu réorganiser les choses pour permettre aux enfants et adultes vivant avec l'épilepsie et leurs familles de continuer à être accompagnés. Pourquoi un plan d'urgence? Plan d'urgence parce que c'est une situation d'urgence parce que ça fait près de 2 ans. 2 ans que nos familles ne sont presque plus, sinon plus du tout accompagnées. Et là, nous avons des situations dramatiques, telles que des décès déjà, telles que des régressions, en fait des cas de rechute. Je vous donne un exemple. Nous avions, parmi les 500 familles que nous accompagnons, nous avons accompagné pendant la phase pilote 2013-2017, et notamment parmi les 5000 demandes que nous avons actuellement en attente d'accompagnement effectif, nous avions des cas, par exemple, qui avaient été stabilisés. Nous avons un qui avait été stabilisé. Lorsqu'il a été arrivé, avant que nous lancions les protocoles, nous étions à 10 crises par jour, 300 crises par mois, 3600 crises par année. Et lorsque le protocole, la prise en charge a été effective au niveau de l'organisation, à partir de l'équipe thérapeutique, nous sommes passés à 12 crises maxi par an. Vous imaginez, donc de 3600 à 12. Et donc, il arrivait que certains mois, ce bénéficiaire n'en faisait pas du tout. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Or, aujourd'hui, ce bénéficiaire est retombé. Nous sommes à des situations de 30 crises par jour. Vous imaginez, donc même bien plus qu'avant, à cause du suivi, parce qu'il y a tout un accompagnement autour en fait de ces personnes par rapport au parcours de soins. Et donc c'est pourquoi en fait, et depuis 2 ans, en attendant d'abord les consignes, d'accord, gouvernementales liées à la crise sanitaire, comment est-ce qu'il fallait faire, ensuite se réorganiser par rapport aux dispositions, parce que bon, il y a eu plusieurs situations difficiles. Nous avons été là, nous parlons de plan d'urgence parce qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai,
la Covid-19 est là et il faut pouvoir s'organiser dans ce sens pour qu'elle ne se propage pas. Mais il y a d'autres pathologies qui sont là, dont celle-là. C'est pourquoi nous avons appelé plan d'urgence, parce qu'il y a quelque chose à faire en urgence et pendant une période bien précise, en attendant que les choses reviennent. L'épilepsie n'est pas une fatalité ? Non, justement, le message que nous prônons, d'accord, depuis que nous sommes là, c'est l'épilepsie n'est pas une fatalité. C'est vraiment ça. L'épilepsie n'est pas une fatalité. C'est possible de vivre avec l'épilepsie. C'est aussi possible de ne plus avoir de crise d'épilepsie. Ah bon? C'est même possible, oui, c'est même possible d'en guérir dans certains cas. Après, c'est au cas par cas, d'accord? Mais il y a des études qui ont été faites et qui sont présentées par l'OMS, d'accord, qui a sorti dernièrement d'ailleurs un plan, un document, c'est Agir contre l'épilepsie. L'épilepsie, une priorité de santé publique, qui nous présente cet élément. 70% des personnes qui sont prises en charge de façon précoce avec, à partir d'un protocole thérapeutique assez simple, sont stabilisées. Et parmi elles, nous avons effectivement une majorité d'enfants qui arrivent à ne plus faire de crise du tout. Vous avez accès à ce protocole? Oui, accès, parce que justement au niveau du Gabon, d'accord, notre organisation est celle qui porte, d'accord, qui porte cette cause au plus haut niveau, sinon à tous les niveaux, pour pouvoir, qui mène un plaidoyer pour qu'il y ait une véritable politique, d'accord, de santé publique en ce qui concerne la prise en charge des personnes vivant avec l'épilepsie au Gabon. Maintenant, nous, ce que nous faisons, nous venons pour proposer une réponse sociale qui est recommandée d'ailleurs par l'OMS, d'accord, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, notamment la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie et le Bureau international de lutte, le Bureau international de l'épilepsie, sachant que ce travail en fait de campagne par rapport à l'épilepsie date de 1989. Oui, vas-y, René. Quelles sont les idées fausses que les gens se font autour de l'épilepsie? Déjà, je permettrai d'emblée comme ça, je vais poser la question, voilà. L'épilepsie est-elle contagieuse, oui ou non? Bah non, ça peut pas être contagieux. Pourquoi? Je sais pas, mais je sais que l'épilepsie n'est pas contagieuse parce que j'ai passé mon enfance avec un ami épileptique en fait. Ah, très bien. Très très bien. Nous en sommes heureux. Nous sommes heureux que vous puissiez avoir cette réponse, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent que l'épilepsie est contagieuse. Déjà cela. Et donc, ça a des effets, ça a pour conséquence, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui fait une crise dans la rue, la société a du mal, la population a lui porter secours. Parce que, bon, c'est dire, si je le touche, il va me contaminer. Comment on peut agir face à une personne qui a une crise d'épilepsie en route? Là encore, ça dépend du type de crise. C'est là d'où l'intérêt d'être informé sur cette pathologie. Ça dépend du type de crise. Celle qui est généralement connue et celle dont on parle dans la rue, c'est celle qui est appelée la crise tonico-clonique, hein, pour utiliser les termes justes sur le plan médical. Je ne suis pas médecin, je précise. Je suis professionnel de l'intervention sociale d'aide à la personne. Et donc, pour cette crise, en fait, déjà, le plus simple, ce qu'il faut faire, c'est chercher à sécuriser l'espace, c'est-à-dire veiller à ce que, parce que généralement ce qui se passe, c'est que la personne perd conscience et elle tombe, il y a une chute et donc il faut éviter que la personne ne puisse se faire mal. Voilà. Et donc par rapport à cela, ce qu'il y a à faire, donc sécuriser, s'assurer qu'il n'y a aucun élément qui va causer un souci à la personne. Ensuite, éviter qu'il y ait de l'agitation autour. Ouais, généralement, quand c'est comme ça, tout le monde vient, on est curieux, essayer de voir et puis on parle. Ce n'est pas bon pour la personne. Il faut mettre un paramètre de sécurité, d'accord? Les gens peuvent être là, observer, se mettre à l'écart, mais ils ne viennent pas vers la personne parce que la personne a besoin d'espace pour respirer, pour se sentir mieux. Maintenant, quelqu'un peut être juste à côté, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut essayer de faire, on laisse la personne faire la crise normalement. Ça ne dure pas. Oui. Généralement, c'est quelques secondes, peut-être quelques minutes, mais en principe, après, la personne reprend conscience. Mais rester à côté de la personne. Voir s'il y a des gestes brusques, la tête qui cogne sur le sol ou des pieds et autres, essayer de voir comment attraper la personne pour qu'elle ne se fasse pas davantage mal. Surtout et surtout, ne rien mettre dans la bouche. Et vraiment, ne rien mettre. Voilà, parmi les idées fausses, cuillère, bois. Oui. On met tout ce qu'on a parce que c'est normal. Hein? C'est normal, on a peur. On se dit, la personne va avaler la langue, ce qui revient comme expression, avaler la langue ou bien se faire mal. Mais
la protection de la langue et autres, tout ça, parfois, c'est un dispositif un peu spécial lorsqu'on est en milieu hospitalier que les médecins ou le personnel médical peut appliquer. Maîtrise. Voilà, maîtrise. Et ce qui est plutôt recommandé, d'accord, vous le verrez, par rapport aux différents cas d'intervention dans ce sens-là, c'est de ne rien mettre dans la bouche. C'est vrai qu'on pourra observer, il arrivera parfois qu'il y ait comme du sang qui coule de la bouche, mais c'est la langue généralement qui est mordue et on peut avoir même au cours d'une chute, peu importe. Même quand on mange. Voilà. Maintenant, parfois, on a peur parce que la langue est très irriguée et généralement, enfin pour certains, il y a un saignement important, mais qu'on n'ait pas peur. Qu'on n'ait pas peur parce que si on met des doigts aussi, on peut avoir le risque d'être mordu. Donc, ne rien mettre dans la bouche et puis ensuite attendre patiemment. Quand la crise est terminée, ce qu'il faut attendre, si vous permettez juste là, il y a parfois un moment de confusion. Un temps de confusion. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre un peu parce que c'est comme si quelqu'un avait reçu... la confusion chez la personne qui fait la crise. Voilà, c'est comme si elle avait reçu un coup sur la tête. Donc, parfois, elle se réveille, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. On voit du monde autour, ainsi de suite. Elle peut paniquer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tranquillement la rassurer. Lui dire, ça va aller. Il y a quelque chose qui s'est passé. Surtout si c'est la première fois. Si ce n'est pas la première fois, il peut avoir un sentiment de honte, de culpabilité, tout le reste. La rassurer, ça va, on prend soin d'elle. Et puis, au bout d'un moment, l'aider à se relever et puis voir comment l'accompagner et tout le reste. Comment va s'élaborer votre plan? Quelles sont les différentes étapes de votre plan d'urgence? Alors, par rapport au plan d'urgence, si vous permettez déjà d'aborder la question liée en fait à l'accompagnement, quels sont, parce qu'il y a le volet médical, d'accord? Il y a le volet médical, il y a le volet psychosocial, qui est très important. Et nous insistons là-dessus, parce que au niveau de l'organisation, nous avons ce que nous appelons l'accompagnement au niveau de l'organisation, ou interne ou extra. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de venir au sein de l'organisation. Mais le devoir que nous nous donnons, c'est l'obligation que nous donnons, c'est d'apporter la bonne information. Et ça, c'est très important. Préparer le futur patient au parcours de santé, en fait, à la situation à laquelle il va être confronté, parce que c'est une maladie chronique. Maladie chronique comme le cancer, comme le diabète, ainsi de suite, c'est-à-dire sur la durée. Et donc, il faudrait que la personne et sa famille, les aidants, ça peut être la famille directe ou le tuteur, soient préparés en fait au parcours de santé, au parcours de soins. Et donc, c'est tout le travail de sensibilisation, d'information, d'éducation qui doit être fait pour que la famille et la personne elle-même, même si c'est un enfant, d'accord, puisse connaître la maladie, savoir à quoi elle pourrait être confrontée pour, pour l'aider en fait, à la rassurer. Être préparé, parce que vous avez déjà, c'est toute une panoplie d'examens au départ, il faut poser le diagnostic, et parfois au départ, le diagnostic peut ne pas être évident. Voilà, donc préparer à toutes ces situations. Donc au niveau du plan d'urgence, la priorité en fait, si vous voulez, les axes, nous avons 5 axes. Et au niveau, par rapport à ces 5 axes, le premier axe est en rapport avec le centre, la réhabilitation du centre d'accueil, parce qu'il y a un centre d'accueil qui existe. Qui se situe où? Au PK 11 Mélène, sur la voie la voie secondaire de l'hôpital régional de Mélène. Nous sommes en bordure de route. Donc la réhabilitation de ce centre-là, qui accueille toutes les activités du programme, parce que derrière, en fait, nous avons un cadre d'intervention au sein de l'organisation, qui est le programme national OIDF, Solidarité Épilepsie Gabon. D'accord. Voilà, c'est le cadre d'intervention de notre organisation. Et nous avons, qui a pour référentiel le cadre d'intervention que présente l'Organisation mondiale de la santé, qui présente en fait le cadre général d'intervention par rapport à l'épilepsie. Parce qu'effectivement, cette question est évoquée au niveau des différentes sessions. Lors des assemblées spécifiques en rapport avec les situations de santé. Et d'ailleurs, actuellement, et j'espère que le pasteur aumônier pourra avoir la possibilité de donner quelques éléments dans ce sens-là, il y a un plan sectoriel qui est en train d'être mis en place par l'OMS pour mener des actions concrètes sur l'épilepsie et les troubles neurologiques, et même en tenant compte de la situation actuelle
qui est celle de la crise sanitaire. Et donc, nous avons l'autre axe qui est en rapport avec l'ouverture du centre d'insertion pour enfants vivant avec une épilepsie, notamment ceux de 7 ans, à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Les enfants du primaire, vous avez bien compris. Parce qu'il faut dire que au niveau de notre pays, et ça c'est alloué, déjà en fait de façon générale, les enfants payent le lourd tribut, d'accord, des effets liés à l'épilepsie, aux conséquences de l'épilepsie, vraiment lourd tribut. Pourquoi ? Parce que vous savez que des périodes telles que la petite enfance, donc jusqu'à de 0 à 6 ans, ensuite au-delà, au cours de 7 ans à 12 ans, c'est des périodes très délicates. Encore, l'adolescence, c'est pendant ces phases, on va dire, que l'enfant se développe, que l'enfant se construit, les apprentissages et tout le reste, c'est la base. Or, pendant ces périodes, ces phases essentielles, l'enfant est très perturbé. D'accord. Il est très perturbé. Et donc, ce centre d'insertion a pour... nous le faisions déjà, simplement là, il va être mieux structuré pour permettre en fait aux enfants qui ne sont pas intégrés aujourd'hui en milieu scolaire ordinaire et qui font partie des 70%, d'accord, leur permettre de pouvoir être enfin intégrés parce qu'ils auront eu l'accompagnement qui leur est nécessaire. Et D'accord. à partir de là, en principe, c'est une période, 1 an, 9 mois. Et à partir de là, dès qu'ils sont réintégrés, ça nous permet de recevoir les autres. Pasteur, quel est votre impact dans cette activité? Quelle est votre implication, je voulais dire? Il faut dire au départ que l'ONG OIDF est une œuvre chrétienne. Une œuvre chrétienne parce que c'est là aussi le rôle de l'Église. J'entendais tout à l'heure un intervenant avant nous qui parlait du rôle de l'Église, la mission de l'Église au sein de la société. Permettez-moi de rappeler dans le livre de Matthieu au chapitre 25, les versets 42 et 43, le Seigneur peut dire « J'ai été malade, vous ne m'avez pas apporté de soins. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. » Et le rôle de l'Église est donc de jouer pleinement ce rôle, d'assister la société et d'assister cette catégorie de personnes en difficulté, parmi lesquelles donc les enfants et les personnes, les adultes vivant avec l'épilepsie. Donc voilà un peu la mission de l'Église que nous essayons de jouer, c'est-à-dire de manifester l'amour de Dieu à la société, aux populations. D'accord, je pense que on a beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à dire sur votre ONG, l'OIDF, mais nous n'avons pas assez de temps. On va prendre un autre rendez-vous, peut-être pour discuter, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.